est-ce qu'on peut parler un petit peu de PNL pour commencer? Donc, programmation neurolinguistique. Neurolinguistique. Est-ce que tu peux Ouais. expliquer en quoi ça consiste exactement et comment ensuite, toi, tu l'utilises? Tu portes beaucoup de casquettes, comme tu viens de le dire. Donc, comment tu l'utilises au travers de ces différentes disciplines et voilà, avec ces différents sports, etc. Alors, la programmation neurolinguistique est une démarche de psychologie appliquée qui a été mise en place à partir de la fin des années 70, essentiellement par un groupe de 3-4 personnes, dont deux au début qui étaient Richard Bandler et John Grinder. Richard Bandler était psychologue et mathématicien. Et Grinder était, et elle, toujours linguiste, et puis après, il a fait aussi un master en psychologie. Et les deux se sont posé la question de comment faire pour trouver une méthodologie qui permette de faire la synthèse des meilleures pratiques en psychologie et en psychothérapie. Donc, ils ont lancé une étude empirique qui portait sur quelques personnalités très importantes dans l'histoire de la psychothérapie, de la psychologie appliquée et de l'anthropologie. Et ils ont suivi 3 ou 4 énormes personnalités qui faisaient partie de l'Institut de recherche mentale de Palo Alto, la fameuse école de Palo Alto, qui était Gregory Bateson, qui était anthropologue, sa femme, Margaret Meads, qui était aussi anthropologue. C'est vraiment des grands noms, peut-être inconnus au grand public. C'est vraiment des géants de l'époque. Et Milton Erickson, qui est le médecin qui a inventé l'hypnose par suggestion indirecte, donc qui a laissé une grande trace dans tout ce qui est l'accompagnement mental, parce qu'il a inventé justement ce système d'hypnose qui après s'est perfectionné dans le temps avec ce qu'on appelle la pratique de l'hypnose conversationnelle. Et Virginia Satir, qui a été la première dans les premiers à formaliser la thérapie de famille. Donc voilà, des personnalités très importantes. Ils les ont modélisées parce qu'il faut savoir que la programmation linguistique est aussi un art de la modélisation. Donc on va chercher les personnalités performantes, on étudie leur façon de faire, quelles sont les démarches, les processus qui sont mis en place, et on essaie de les reproduire et parfois de les transférer dans d'autres domaines en gardant une structure qui est justement celle de la démarche du protocole. Et la modélisation est l'un des outils les plus communs en programmation linguistique. Commun, j'entends en quotidien, quoi. En programmation linguistique. Et la modélisation permet justement de s'approprier certaines stratégies qui sont des stratégies performantes et de les comprendre de l'intérieur, si j'ose dire, en étudiant comment elles sont structurées, ces stratégies, et puis de les appliquer dans des domaines qui sont peut-être différents, mais auxquels on peut adapter ces stratégies. Voilà. Et donc, de cette étude qui a été faite, donc, quels sont les grands traits qui sont ressortis en termes de modélisation de ces personnes qui avaient on va dire des traits favorables à la performance dans leur domaine respectif? Ce qui en est ressorti au début, c'était qu'on s'est rendu compte en fait que la magie est surtout liée au langage. C'est-à-dire que la particularité de l'être humain par rapport aux autres créatures, c'est qu'il s'exprime avec un langage verbal extrêmement évolué. Et que ce langage verbal, qui était considéré à l'origine de l'humanité, enfin de l'Homo sapiens sapiens, vraiment comme une forme de magie, hein, littéralement. Et en fait, il arrive, le langage, quand il est bien utilisé, quand il est bien structuré, il arrive à mettre en place les meilleures conditions possibles pour avoir du succès et pour aider les autres à avoir du succès. Et, sans la faire trop compliquée, le langage que nous utilisons au quotidien, que nous appelons le langage de surface, n'est qu'une réduction de ce qui est le langage présent dans les structures profondes de langage, qui, elles, se construisent à partir de nos expériences sensorielles, de nos 5 sens. Donc, nous percevons le monde par nos sens, nous construisons un langage profond qui est très structuré, avec beaucoup d'informations, et
il y a des filtres, hein, évidemment, et nous exprimons par le langage verbal qui est une synthèse de ces passages et qui est donc une réduction de ceci. Le problème, c'est que plus on s'éloigne des structures profondes, et moins on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous et à l'extérieur. Donc, et c'est là que les problèmes commencent, que la souffrance commence quand il y a une souffrance psychologique, mais aussi où on s'éloigne de la performance. On a remarqué, il y a eu Robert Dills, qui est l'un des grands coachs reconnus mondialement et qui est l'un des co-créateurs de la PNL, qui a écrit plusieurs volumes qui s'appellent les stratégies du génie, sur des grandes personnalités comme Léonard de Vinci, Freud, Tesla, etc., en analysant justement quelle était leur stratégie. Et on s'est rendu compte, quand on fait des études comparées de différentes stratégies, qu'en fait, leur capacité de perception du monde et de mettre en adéquation la perception sensorielle avec le langage qu'ils arrivaient à développer était quand même à la base de leur succès. Donc voilà, c'est une approche, ce n'est pas l'approche, ça c'est important de le dire, c'est une approche qui, depuis les années 80, donne beaucoup de résultats, donc c'est plutôt éprouvé par l'expérience, et qui est aussi ouverte parce que, comme il y a le concept de modélisation, en PNL, on est un peu des boulimiques, quoi. On va chercher aussi ce qui fonctionne ailleurs et on n'est pas fermé aux autres démarches. Moi, dans ma démarche, j'utilise aussi des outils de l'analyse transactionnelle que je trouve aussi extraordinaires, et du coaching traditionnel, j'entends. Moi, je dis toujours, dans la PNL, c'est comme le cochon. Tout est bon, on ne jette jamais rien, on mange tout, et puis, enfin, tout est mangeable. Donc, voilà. Et puis, c'est ludique. On se marre bien, quoi. Ouais. C'est pas un truc où il faut se prendre la tête. Et c'est important. Corrige-moi si je suis dans le faux, mais est-ce que donc ça équivaut à, en gros, pour bien sûr simplifier, à essayer de décrire ou d'établir un modèle du monde qui est plus juste avec certains mots, avec certaines façons de voir les choses? Tu as parlé de modélisation, tu as parlé d'être en gros le plus juste possible dans tes propos. Est-ce que ça va un petit peu dans cette direction-là? Le plus juste possible pour soi. Oui, voilà. Étant donné la perception qu'on a, qui est chacun a sa propre perception du monde et la façon dont avec comme tu as dit, nos filtres et nos biais, etc. Oui. Alors, l'idée, c'est que d'abord, la conscience que nous ne pouvons pas échapper à notre subjectivité, c'est-à-dire que pour autant qu'on fasse des efforts, pour finir, c'est toujours moi qui m'exprime, et quand je m'exprime, je parle de moi, de ma vision du monde, de mon expérience sensorielle, consciente, inconsciente, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et l'idée, c'est dans la mesure du possible, d'éliminer les illusions, quoi, ou de les comprendre, et puis de dire, non, mais en fait, ça, très souvent, les illusions représentent des blocages. Hein. Il faut savoir qu'en coaching mental, la plupart des blocages des athlètes, mais même des performeurs dans d'autres domaines, sont dus à des croyances limitantes, qui sont donc qui représente donc très grossièrement une sorte d'illusion qui fait que nous ne percevons pas la réalité telle qu'elle est. Tu peux donner un exemple pratique peut-être? Si je prends, les croyances sont des généralisations. J'ai fait une expérience qui a été peut-être très forte quand j'étais plus jeune, et de cette seule expérience, j'en ai tiré une généralisation et donc une loi à laquelle je crois, sachant que il y a un aspect derrière qui est celui de la métacroyance, et c'est là que les problèmes commencent, c'est que chacun de nous croit que ce qu'il croit est vrai. Donc voilà, c'est là que ça se complique un peu. Ouais. Et je demande pardon pour les jeux de mots, mais on ne peut pas le faire autrement. Hein. Quand on fait les couches, c'est un peu comme les lasagnes, à un moment donné, on perd un peu, on ne sait plus qui est dessus et qui est dessous. Donc voilà. Et je fais un exemple très simple. Imagine que très jeune, tu as eu une expérience un peu malheureuse avec une fille qui t'a trompé, la coquine, et ben, tu en arrives à la conclusion à ce moment-là qu'on ne peut pas faire confiance aux femmes. D'accord ? Si en plus tu as une maman qui, quand tu lui en as parlé en larmes, elle t'a dit oui, mais tu sais, mon grand, il ne faut pas faire confiance aux filles. Donc, il a validé et confirmé cette croyance. Ben, tu as mis en place une généralisation qui fait que
tant que tu ne vas pas à l'épreuve de la réalité et que donc tu connais évidemment d'autres filles et femmes qui sont tout à fait dignes de confiance, bien évidemment, eh ben, tu restes dans cette conviction que faut se méfier des filles. Voilà, une croyance qui fonctionne comme ça, c'est une limitation dans la perception du monde, du modèle du monde, et comme toute limitation, à un moment donné ou à un autre, peut devenir un blocage. Et c'est là que les personnes comme moi interviennent pour essayer de comprendre d'où vient le blocage, d'abord, de l'identifier, de le comprendre, et ensuite, dans le langage technique, on dit de le faire pivoter vers quelque chose qui soit bénéfique pour la personne et pas un blocage. En général, c'est des gens avec un problème spécifique qui font appel à toi, ou est-ce que ça peut aussi être des gens qui sont, on va dire, pas trop mal en général, mais qui veulent vraiment aller chercher un petit peu plus loin que ce qu'ils ont pu faire jusqu'à maintenant? Et en général, tu as quel genre de population qui vient vers toi? C'est plutôt des personnes qui ont envie de performer. Donc, c'est des personnes qui vont plutôt bien, qui sont plutôt satisfaites, mais avec, comment dire, une ambition le plus souvent légitime de augmenter le niveau de performance, quoi. Ou qui veulent opérer un transfert de la performance à l'excellence, ce que j'appelle moi la performance durable, c'est-à-dire à mettre la performance comme point de départ pour leur activité et non pas comme point d'arrivée. Voilà. Donc, c'est des gens qui vont plutôt bien. Personnellement, je ne fais pas de psychothérapie, je ne soigne pas les personnes en difficulté, et même, je connais mes limites. Si je vois que quelqu'un est en souffrance, je le conseillerais plutôt d'aller voir un psychologue, un psychothérapeute, une personne qui est certainement plus compétente que moi dans ce domaine-là, qui est celui de l'accompagnement thérapeutique. Moi, je ne fais pas de thérapie, je ne soigne pas les gens, et je les accompagne en revanche dans la mise en place de stratégies performantes. Donc, pour le dire un peu grossièrement, si les problèmes de la personne résident dans son passé, je vais plutôt la conseiller de les s'adresser à un professionnel de santé mentale, psychothérapie ou psychiatrie, psychanalyse, après la personne choisit ce qui lui convient. Et si le problème est plutôt dans le présent et l'avenir, eh bien là, j'interviens. Le travail d'un coach, c'est de prendre la personne telle qu'elle est aujourd'hui et de lui permettre d'aller vers ce qu'elle désire, ce qu'elle considère comme son accomplissement. Donc voilà. C'est quoi ton processus initial avec un nouveau client ou un nouvel athlète, suivant la personne qui vient de voir, pour commencer à, entre guillemets, creuser et à voir ce qui va les limiter? Est-ce que les gens sont en général assez ouverts à ton approche? Est-ce qu'il faut batailler un petit peu plus des fois pour leur tirer les verres du nez? Comment ça se passe? Personnellement, ça va être dur à croire dans cette interview parce que je prends la parole et je m'entends parler et je vois que j'apprends beaucoup. Je laisse plutôt la personne s'exprimer par rapport à ses désirs au début. Je ne lui mets pas trop la pression au début pour que ses désirs se transforment en objectif atteignable. Du moment où l'état désiré, donc l'objectif ou le résultat qu'on attend, le résultat espéré, se détermine, là, je procède avec la personne à ce qu'on appelle une exploration de la réalité. Donc, j'approfondis la connaissance de la personne pour elle-même, surtout. Personnellement, moi, j'utilise deux outils. Essentiellement, l'un, c'est l'identification des métaprogrammes, qui est un outil 100% PNL. Donc, où on fait un parcours avec la personne pour qu'elle puisse comprendre comment elle fonctionne. Les métaprogrammes, métaphoriquement, c'est les logiciels qui font fonctionner la machine étant la personne. Donc, moi, je suis une école où on a identifié 18 de métaprogrammes. Il y en a d'autres des écoles qui ont identifié plus de 100. Très ciselé, très détaillé. 18, c'est déjà beaucoup. Et donc, la personne se connaît mieux, comprend mieux comment elle fonctionne, quelle est sa façon de percevoir le monde, quelle est sa façon de gérer l'expérience et quelle est sa façon de s'activer, donc de passer à l'action. Et puis, personnellement, j'utilise aussi l'énéagramme, qui est un outil très ancien de connaissance de soi,
dont on ignore même l'origine. Paraît-il qu'il a été mis au point autour de 3 millénaires avant Jésus-Christ en Extrême-Orient, donc paraît-il dans le nord de la Mongolie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a perduré dans les époques, il a été utilisé dans beaucoup de cultures différentes, et ces dernières années, il est utilisé aussi en médecine psychiatrique, parce qu'il y a eu un travail pour faire correspondre les 9 archétypes de l'énéagramme à des profils psychologiques, mais observés avec un œil actuel, contemporain. Donc voilà, et ça c'est plutôt pour résoudre les tensions entre les aspects psychologiques, donc, et les aspects spirituels de la personne, qui ait une connaissance plus profonde de soi, et aussi qu'on se pardonne un petit peu.